Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Jean-Pierre Barbier, le président républicain du conseil départemental de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. L'effondrement du tunnel du Chambon, l'incendie du collège Aubrac, la hausse du nombre de mineurs étrangers isolés. Il faut savoir travailler l'urgence quand on pilote le département de l'Isère. Avec un budget d'1,5 milliard d'euros, ce dernier est plutôt riche, ses finances sont saines. Mais comment dépense-t-on ce pactole? Plan de relance pour les entreprises, infrastructures routières, collèges, politique sociale. On fait le point aujourd'hui avec Jean-Pierre Barbier. Un mot d'abord, Monsieur le Président, sur l'information incontournable de la semaine, la disparition de Johnny Hallyday. Depuis mercredi, des centaines de milliers de fans pleurent leur idole. Vous en étiez de ces fans? Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson. Je me permets de rajouter ce deuxième personnage incontournable de la vie publique de notre pays. Deux monuments, chacun dans leur domaine. Johnny Hallyday, bien sûr, avec ses centaines de chansons que tout le monde a en tête, que j'ai bien sûr en tête comme tout le monde. Et bien sûr, quand des personnages comme eux disparaissent, on se sent tous un peu orphelins et on se dit qu'ils représentaient la France. Allez, on commente l'actualité de la semaine, hein. Ainsi va l'actualité. On va évidemment faire un zoom plus particulier en Isère avec Jean-Pierre Barbier. Dans quelques jours, en effet, ce sera la réouverture du fameux tunnel du Chambon sur la 1091, cet axe essentiel entre Grenoble et Briançon. La réouverture totale est donc prévue la semaine prochaine, samedi prochain précisément, c'est-à-dire 32 mois après l'effondrement, 2 ans et demi, c'était en avril 2015. À l'époque, rares étaient ceux qui croyaient les délais tenables. Dans l'attente, une solution d'urgence avait d'ailleurs été trouvée, hein, on s'en souvient, c'était la fameuse voie de secours sur la rive gauche. Au total, 33 millions d'euros dépensés. 33 millions d'euros dépensés, 32 mois effectivement de travaux, c'est un record absolu. Je crois qu'on a eu la chance et on a eu la détermination, on a eu la volonté de prendre les bonnes décisions au bon moment. Ensuite, on a eu la chance d'avoir des services de l'État qui nous ont accompagnés. Et puis aussi, on a eu cette chance d'avoir avec nous des entreprises qui nous ont permis de réaliser ce que beaucoup croyaient irréalisable. Et d'ailleurs, jusqu'encore l'année dernière, jusqu'à encore quelques mois, personne n'y croyait. Voilà, maintenant c'est fait. Samedi, nous aurons une semaine avant les vacances scolaires de Noël. Une centaine d'ouvriers qui ont travaillé d'arrache-pied, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur place, pour prolonger le percement, le creusement de ce tunnel qui va plus loin sous la montagne pour éviter la zone d'effondrement. Voilà, ce tunnel va plus loin, va permettre de sécuriser au-delà même du tunnel du Chambon. On va sécuriser le petit Chambon, un tunnel qui va faire un peu moins d'un kilomètre de long et qui va permettre à nouveau un trafic tout à fait normal et avec la route de secours qui, elle, fait presque 5 km, il ne faut pas oublier. Et elle permet, elle aussi, de sécuriser ces 5 km de tronçons qui restent, comme toute route de montagne, des tronçons accidentogènes et sur lesquels on peut avoir des événements géologiques ou de chute de pierres ou autres. Alors vous évoquiez les services de l'État, les entreprises, mais vous avez quand même pris, c'était quelques jours après votre arrivée à la présidence? Oui, c'était une quinzaine de jours après l'arrivée à la présidence du département. Il a fallu faire vite. Ça a été un pari aussi, non? Je crois que ça a été, et je crois que ça restera le marqueur du mandat, c'est-à-dire de ce que nous voulons faire. C'est-à-dire à un moment d'affirmer un certain nombre de choses, de dire oui, et ensuite d'agir. Et c'est ce que nous avons fait de manière réfléchie, mais sans délai. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et là, on a souhaité lancer immédiatement toutes les études nécessaires, débloquer les fonds et ensuite avancer. Je crois que c'est le marqueur de ce mandat. Et d'ailleurs, on le verra certainement sur d'autres sujets. C'est la même façon d'agir, quel que soit le sujet. Alors, vous le disiez, cet axe France-Italie reste quand même très fragile, route de montagne. Est-ce qu'il y a un plan de sécurisation plus large? Parce que vers cette région de l'Oisans, qui est quand même essentielle sur le plan économique et touristique pour l'Isère. Alors, si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est effectivement, on a tous conscience qu'il fallait régler le problème du tunnel du Chambon. Aujourd'hui, c'est fait, c'est sécurisé. Ensuite, on a bien conscience qu'on est sur un axe, comme vous l'avez indiqué, qui va de la France à l'Italie. Et là, pour le coup, des études sont en cours en lien avec le comité de massif
puisque ça concerne plusieurs massifs, ça concerne aussi plusieurs régions, deux régions. Donc il faut que l'on trouve les solutions techniques pour sécuriser l'itinéraire et aussi, bien évidemment, les fonds qui nous permettront de le réaliser. Alors là-dessus, bien sûr, l'État est mobilisé, les régions sont mobilisées, le département d'Isère, le département des Hautes-Alpes. Il faut qu'on arrive à sécuriser cet itinéraire, mais comme plein d'autres, j'allais dire. Oui, alors on peut effectivement évoquer par exemple la 1075. C'est l'axe là, Grenoble-Aix-en-Provence. Oui. Et là aussi, on a 32 kilomètres qui sont très compliqués entre le col du Faux et Luce-la-Croix-Haute. Il y aura des aménagements prévus. Oui, il y a des aménagements prévus. On a prévu 40 millions d'euros d'aménagement sur ce tronçon. On a prévu ces budgets pour ce mandat, avec la difficulté que nous rencontrons sur l'ensemble des travaux réalisés par le département, les études d'impact, les études environnementales. Mais ces 40 millions d'euros sont inscrits. On créera des zones de doublement, ce qui permettra d'avoir un accès beaucoup plus facile entre Grenoble et Gap, et surtout de sécuriser aussi cette voie parce qu'elle est accidentogène. Si on aménage avec des zones de dépassement cette voie, si l'État aménage de son côté la nationale, la route Napoléon, ça veut dire qu'on a définitivement tiré un trait sur la 51 ? Je crois qu'il faut prendre les choses les unes après les autres. Aujourd'hui, la 51, et quand on voit les difficultés de réalisation ou d'aménagement de tronçons autoroutiers, je crois qu'aujourd'hui, parier sur la réalisation du tronçon qui permettrait de finaliser la 51 serait complètement irresponsable et irréaliste. Donc moi, je suis un pragmatique. Il vaut mieux tenir que courir, quoi. Exactement. Moi, je suis un pragmatique et avec l'État, avec le département des Hautes-Alpes et le département d'Isère, on a décidé ensemble de prioriser sur la 1075, sachant que la 85 route Napoléon, même s'il n'est pas question de l'abandonner, mais c'est du domaine de l'État, ce n'est pas l'itinéraire que l'on souhaite privilégier. Vraiment, l'itinéraire privilégié, c'est la 1075. Alors évidemment, quand on évoque les routes de montagne, on aurait pu parler de la route du Furon dans le Vercors, du tunnel de Saint-Pancrace en Chartreuse, plus récemment la construction du pont de Saint-Quentin sur Isère. Tout ça, évidemment, le département y a mis sa patte. Les routes, c'est un budget important. C'est 100 millions d'euros par an. Donc, vous constatez, effectivement, c'est assez énorme. C'est plus de 4700 km de routes départementales qui sont entretenues. Un budget important et auquel nous sommes très attachés. Ça fait partie de nos compétences essentielles. Alors, puisqu'on parle de route et de déplacement, évidemment, la 480 près de Grenoble, le Rondeau, ce réaménagement urbain, on est en pleine enquête publique. Elle se déroule jusqu'au 28 décembre. Sur ce projet, la ville de Grenoble a émis des réserves, au risque d'ailleurs d'entraîner un avis défavorable du commissaire enquêteur, ou même de fragiliser le projet en ouvrant la porte à d'éventuels recours plus tard. Écoutez la position du maire Éric Piolle, c'était ici la semaine dernière, et puis vous réagirez. On a fait le choix de se dire que si on gardait si on n'ouvrait pas les vannes sur les extérieurs, c'est-à-dire qu'on gardait des 2 fois 2 voies, donc pour ne pas faire aspirateur à voiture, des verrous, si, les fameux verrous. Les solutions que nous avons trouvées avec Jean-Pierre Barbier d'abandon de la 51 pour pas que Grenoble devienne une seconde vallée du Rhône, et la décision du département a été majeure dans le déverrouillage de ce dossier quand il est arrivé, parce qu'avant c'était coincé, et qu'on n'élargissait pas l'emprise de l'autoroute, mais qu'on pouvait éventuellement élargir et aménager la zone à l'intérieur de l'emprise. Ça, c'était l'acte 1, Éric Piolle. Ça, c'est ce qu'on a fait. Après, derrière, il y a ceux qui disent, bon, ben maintenant, c'est bon, on ne regarde plus et on laisse faire. Et ceux qui disent comme nous, en disant attention, tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là... Ceux qui disent c'est bon, c'est Christophe Ferrari? Non, pas du tout, parce que nous avons, à la métropole, voté les mêmes réserves qu'à la ville de Grenoble. Donc la position est commune. C'est juste après des questions de tactique. Nous, on dit attention, une fois qu'on a dit OK pour le départ du projet, il faut suivre ce projet pour qu'à la fin, il attirisse bien comme on l'a souhaité. Il a un peu dévié, c'est ce que vous me dites? Non, ce qu'on dit, c'est que les équipes d'AREA, les équipes du département des transports, ils ont l'habitude de faire des autoroutes. C'est leur métier. Donc là, on leur demande finalement de faire quelque chose qui traite la question du bruit, qui traite la question de pollution, qui traite la question de l'insertion urbaine, qui facilite le covoiturage. Et ça, ils ne savent pas faire. Beaucoup. Et bien, ça demande un effort. Plutôt méfiant, Éric Piolle. Oui, enfin écoutez, j'entends plusieurs choses dans ce qu'il dit. La première, il se réjouit du fait qu'on ait abouti sur ce dossier. Donc ça, je m'en réjouis aussi.
Effectivement, je fais partie de ceux qui peinent à comprendre pourquoi ça avance pas plus vite. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler les choses. C'est AREA qui apporte 300 millions d'euros. C'est-à-dire que la réalisation de cette portion d'autoroute urbaine est entièrement financée par AREA. Les collectivités n'intervenant que sur le rondeau. Moi, je m'interroge toujours. Aujourd'hui, essayer d'accéder à la ville de Grenoble par la route devient un vrai casse-tête. Moi qui habite la Bièvre, quand je veux avoir un rendez-vous, quand je veux être présent à Grenoble à 8h, je pars à 6h15 de chez moi pour passer avant les bouchons. Et je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de personnes qui font ça. Ensuite, on a tous conscience du fait qu'il faut protéger les populations de la ville de Grenoble, des Chirolles, de toutes celles et ceux qui bordent cet axe. Et là, on est tous d'accord là-dessus aussi. Et Éric Piolle semble dire que, oui, alors Éric Piolle semble dire que le département sait faire des routes, des autoroutes comme AREA, mais se borne à ça. Ben, je dirais simplement qu'au moins, nous, on sait faire quelque chose. Et que ce savoir-faire, cette précaution qui est mise pour protéger les populations, on sait faire aussi. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. Je crois que tout ce qui concerne les mesures de protection contre le bruit ont été prises. Toutes les mesures qui permettent l'insertion paysagère ont été prises. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la pollution, c'est un faux débat. Aujourd'hui, la pollution est maximale sur Grenoble parce que justement, on a des bouchons. Et que si on fluidifie la circulation, on aura moins de bouchons, donc on aura moins de pollution. Donc il ne faut pas que M. Piolle s'inquiète. On sait faire. On est en pleine enquête publique. Est-ce que la position de la ville de Grenoble ne risque pas de fragiliser ce dossier et d'ouvrir la porte à des recours ultérieurs ? Si vous voulez, à partir du moment où on émet des réserves, ces réserves peuvent être reprises par les uns ou par les autres. Et à partir du moment où c'est une collectivité qui porte ces réserves, qui porte cette méfiance, en fait, si vous voulez, ce qu'on ressent, c'est une méfiance permanente. Méfiance vis-à-vis d'AREA, méfiance vis-à-vis du département. À un moment, il faut savoir faire confiance. Vous savez, on évoquait le sujet du Chambon. Si les différents acteurs de ce dossier ne s'étaient pas fait confiance, si le département n'avait pas fait confiance à l'État, si le département n'avait pas fait confiance aux régions, si le département n'avait pas fait confiance à l'ensemble de ses partenaires, aujourd'hui, le Chambon ne serait pas réglé. Mais vous entendez le discours des écologistes, vous les avez dans votre opposition au département, ils vous disent vous avez tendance à surinvestir dans les routes, stop, ça suffit. Le discours des écologistes, si vous voulez, c'est un discours qu'au bout d'un moment, on n'écoute plus. Pourquoi ? Parce que c'est uniquement un discours de posture. C'est-à-dire que c'est des gens qui considèrent qu'aujourd'hui, une dérive a été observée sur les aspects environnementaux depuis 30 ou 40 ans. Et on souhaiterait qu'en une génération, on règle l'ensemble des problèmes. Mais ça, ce n'est pas possible. Et que le développement durable, le développement raisonné et équilibré, c'est de l'environnement, mais c'est du social et c'est de l'économique. Et il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est quand on parle de développement durable, dans le terme développement durable, il y a développement. Et ça, c'est essentiel et c'est ce que souvent les écologistes ont tendance à oublier. On continue à parler de transport, Jean-Pierre Barbier, pour évoquer rapidement la ligne TER, SNCF, donc Grenoble-Gap. Les usagers de cette ligne sont inquiets, ils se mobilisent régulièrement. La SNCF évoque la nécessité de faire 50 millions d'euros de travaux sur cette ligne de montagne. Et les usagers qui l'empruntent, 1 millier de personnes par jour, ont l'impression que le département n'est pas très convaincu par ce dossier. On n'a pas les mêmes chiffres. Il me semble que le nombre d'usagers est de l'ordre de 400 par jour. Si vous voulez, il faut bien comprendre une chose, c'est que les transports ferroviaires, c'est de la compétence de la région. Que le problème de la ligne Grenoble-Gap-Veynes, c'est un problème qui est ancien. Que les régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, auparavant avec une majorité écologiste et socialiste, n'a strictement rien fait. Sur cette ligne. Le département de l'Isère, pas mieux. Même pire, le département de l'Isère ne s'est jamais positionné sur une volonté quelconque. Ce que nous avons souhaité faire, nous, en majorité et en responsabilité, c'est de dire aujourd'hui, ce n'est pas de notre compétence le transport ferroviaire, mais si demain, la région, la SNCF Réseau, doit investir, eh bien, nous allons dire, nous, quelles sont nos priorités, parce que nous avons conscience que l'argent public est rare.
et qu'il va falloir faire des choix, eh bien nous, très clairement, pour le département de l'Isère, la priorité pour ce qui concerne le ferroviaire, c'est d'avoir une ligne Grenoble, Lyon, Paris, la plus fonctionnelle possible et la plus rapide possible. Et pour ça, on a des demandes très précises. C'est le doublement des voies entre Vorep et Grenoble, le doublement de la voie entre Saint-Fond et Grenay, les shunts de Rives et du Grand Lins, ce qui permettra d'augmenter les cadencements. On n'oublie pas les TER, ce qui permettra aussi aux trains de se croiser, ce qui permettra au TGV de gagner 20 à 25 minutes, bref, de mettre Grenoble, comme n'importe quelle ville moyenne importante de ce pays, à moins de 3 heures de Paris, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Allez, on reste sur les rails, mais cette fois sur le plan touristique, pour évoquer le petit train de la Mure. Vous l'avez annoncé l'été dernier. Les touristes pourront de nouveau emprunter une bonne partie de la ligne en juillet 2020, après 10 ans d'arrêt suite à un éboulement. Vous avez conclu une délégation de service public de 30 ans avec EDEIS, qui est une société qui gère, par exemple, le panoramique des dômes dans le Puy-de-Dôme. Le maire de Saint-Georges-de-Comiers a décidé d'intenter un recours contre ce projet. Il estime que sa commune a été oubliée. Oui, j'allais dire que les mauvaises pratiques de la politique juridique ont tendance à faire tache d'huile. Mais simplement, sur le petit train de la Mure, quand même, quelques mots avant de reparler de l'action du maire de Saint-Georges-de-Comiers. Vous l'avez dit, 10 ans que le petit train s'est arrêté. C'est notre majorité qui a pris les décisions nécessaires pour faire en sorte qu'on remette le petit train sur les rails. Et là, c'est un investissement qui est important, puisque c'est 25 millions d'euros à mettre sur les 30 ans qui viennent. Nous avons pris la décision parce que nous sommes convaincus que ce petit train de la Mure sera un fer de lance important pour le tourisme isérois et pour la connaissance du département de l'Isère. 120 000 passagers par an attendus. Voilà, c'est pour ça que nous l'avons fait. C'est pour ça que nous l'avons fait. Nous n'avons jamais écarté notre volonté de travailler sur la partie basse du petit train. Simplement, nous sommes sur un secteur, pour la partie basse, qui concerne la métropole de Grenoble. Nous avons posé la question. Nous n'avons pas eu les réponses immédiatement. Et comme moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut agir tant qu'on est en responsabilité, parce qu'au-delà, je ne sais pas si les projets pourront aboutir, nous avons décidé, mais très clairement, de dire nous faisons la partie haute et nous restons ouverts à toute proposition sur la partie basse. Donc à l'époque où vous avez lancé la réflexion, Saint-Georges-de-Comiers, qui est, rappelons-le, effectivement dans la métropole, et la métropole n'ont pas répondu à vos appels. Exactement. Le maire de Saint-Georges-de-Comiers ne s'est jamais manifesté, la métropole non plus. Je rappelle quand même que sur la partie haute, les élus du plateau mathésin mettent 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Ce qui n'est absolument pas le cas sur la partie basse. Cela étant, le maire de Saint-Georges-de-Comiers a souhaité poser un recours. C'est son droit le plus absolu. Nous considérons, nos avocats et les avocats d'EDEIS considèrent que ce recours n'a aucune chance de prospérer. Il n'est pas suspensif. Donc le projet continue sans aucun problème. Nous ne lâcherons pas les élus mathézins. Nous ne lâcherons pas ce projet. Nous restons ouverts, bien évidemment, à la négociation avec la métropole et avec la mairie de Saint-Georges-de-Comiers, à une seule condition. À une seule condition, c'est bien évidemment que le recours soit retiré, parce que je n'ai pas l'habitude de négocier avec un pistolet sur la tempe. Le travail dans l'urgence, on l'évoquait pour le tunnel du Chambon. J'aimerais qu'on l'évoque maintenant pour le collège Lucie-Aubrac. On est à Grenoble, dans le quartier de la Villeneuve. Le département a en charge les collèges. Il y en a une centaine dans le département. Vous avez fait face donc, en juin dernier à cet incendie criminel donc, du collège Aubrac. Un caddie rempli de pneumatiques a été poussé contre la façade. On s'en souvient. On a des nouvelles de l'enquête d'ailleurs ? Non, j'ai absolument aucune nouvelle de l'enquête. Elle doit prospérer. Sans doute. Comme pour le Chambon, en tout cas, il y a eu urgence. Il a fallu faire vite. Il a fallu faire vite. Comme pour le Chambon, si vous voulez, c'est notre marque de fabrique. Il a fallu réagir. Réagir aussi en disant les choses. En disant que nous allions faire ce qu'il fallait pour que les élèves puissent terminer l'année, puissent continuer l'année, puissent poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Mais aussi la demande, et c'est la deuxième partie, que les habitants de ce quartier prennent en main leur destin et nous disent ce qu'ils voulaient pour ce collège.
Donc, on a mobilisé tous nos efforts avec les services de l'État, une nouvelle fois, avec l'Éducation nationale, avec la mairie des Bains, qui nous a remis à disposition l'ancien collège des Saules, qui nous a permis de trouver une solution satisfaisante pour tout le monde, puisque, je le rappelle, quand l'incendie s'est produit, on avait 3 solutions. La première, c'était de dispatcher l'ensemble des collégiens sur l'ensemble des collèges de la ville de Grenoble et alentour, puisque je rappelle quand même qu'on a 4000 places disponibles dans ces collèges, de construire un collège en préfabriqué sur l'ancien site de l'ESP, de délocaliser l'ensemble des élèves sur Saint-Martin-d'Air, sur Édouard Vaillant, ou de réhabiliter l'ancien collège des Saules. C'est cette troisième solution qui a été choisie, un collège qui ne répondait plus aux normes et qu'il a donc fallu réadapter en 2 mois. Il a fallu réadapter en 2 mois. Ça a été plus de entre 2,5 millions et 3 millions d'euros de travaux. Là aussi, on a eu la chance... On voit les ouvriers au travail, là. On a la chance d'avoir une entreprise qui a joué le jeu, parce qu'on les a contactés le 14 juillet. Les travaux ont commencé le lendemain du 14 juillet, tout de suite après la fête nationale, et se sont terminés le 20 août. C'est remarquable. Alors, maintenant, il s'agit de retrouver une place pour reconstruire ce collège. Oui, et c'est bien là que j'ai souhaité associer l'ensemble des habitants du quartier. Alors, tous les habitants du quartier, hein, pas seulement les parents d'élèves, parce que ce collège fait partie des équipements publics marquants de ce quartier qui sont importants. Donc, la consultation s'est faite avec l'envoi de 5000 questionnaires, avec des enquêteurs qui vont dans le quartier, issus du quartier par le biais d'une association d'insertion. Et nous avons déjà 1500 questionnaires remplis. Il y a encore une dizaine de jours jusqu'à la fin de cette enquête. Ensuite, nous analyserons les réponses. On s'est donné le temps de la réflexion. Et puis, enfin, bien, nous prendrons la décision qui s'imposera pour que les élèves de ce quartier, les jeunes de ce quartier, aient accès aux meilleurs enseignements, mais surtout avec ce qu'ils auront choisi, que leurs parents auront choisi. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire, Monsieur le Président, que de l'ancien collège, cette énorme soucoupe noire, il ne restera rien? Ah ben, on ne sait pas aujourd'hui. Peut-être peut-être qu'on pourra la réhabiliter, peut-être que ce sera totalement nouveau. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les hypothèses sont ouvertes. Hein. Moi, j'ai fait étudier en manière généraliste l'ensemble des solutions qui pourraient se poser à notre choix. Hein. La reconstruction d'un nouveau collège à proximité du précédent, la réhabilitation du collège existant, de sortir du quartier. J'allais dire, on est prêt à tout. À suivre donc. Un mot quand même, parce que ce terrible fait divers pose la question de la sécurité, de la sécurisation des collèges. Est-ce que nos collèges isérois sont équipés, par exemple, de caméras de vidéosurveillance? Alors, suite aux événements dramatiques que nous avons vécus en France depuis maintenant quelques années, moi, dès mon arrivée, j'ai demandé à ce qu'on mette en sécurité l'ensemble des collèges. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la sécurisation par les clôtures, par les portes. Donc tout ceci a été revu dès la première année. Maintenant, l'ensemble du périmètre des collèges est sécurisé d'un point de vue physique, avec une barrière physique. On revoit aussi, parce que la précédente majorité, pour des raisons budgétaires, avait supprimé un certain nombre de postes, et particulièrement des postes d'accueil. Donc on a retravaillé tout cela pour remettre des personnes à l'accueil dans les collèges, pour surveiller l'entrée, la sortie des élèves, et puis surveiller dans la journée. Et puis enfin, on a fait une proposition. Ça a été sur la base du volontariat des collèges qui souhaitaient avoir de la vidéosurveillance à l'intérieur de l'établissement. Aujourd'hui, les demandes sont faites, les conseils d'administration répondent. Qu'est-ce que vous pensez de la politique du maire de Grenoble sur cette question de la vidéoprotection? Ici même, la semaine dernière, Éric Piolle nous disait les caméras, ça n'est pas efficace, concentrons nos moyens ailleurs. On peut tenir ce type de propos. Si Éric Piolle tient ses propos, je suppose, c'est qu'il en a la confirmation par des études ici ou là. Moi, je constate que dans des bus,
quand nous avons des problèmes sur des lignes, particulièrement pour le ramassage scolaire, à partir d'incivilité, de dégradation, à partir du moment où la vidéosurveillance est dans le bus, tous ces faits disparaissent. Maintenant, je comprends, mais je comprends qu'Éric Piolle puisse être contre la vidéosurveillance. Vraiment, vous comprenez? Pardon? Vous comprenez ou c'est de la rhétorique? Non, mais c'est de la rhétorique. C'est-à-dire que je suis un démocrate, donc je comprends qu'on ne puisse pas partager mes idées. Éric Piolle a tout à fait le droit de ne pas y croire. Simplement, quand il dit qu'il faudrait concentrer ses moyens ailleurs, moi, j'aimerais savoir ce qu'il propose. Parce que quand on voit aujourd'hui le degré d'insécurité à l'intérieur de la ville de Grenoble, qu'est-ce que fait Éric Piolle? Alors, pas de vidéosurveillance. Bon, d'accord, très bien. Il ne le souhaite pas. Mais à côté, qu'est-ce qu'il fait à part interpeller le ministre de l'Intérieur? Allez, on avance et on va évoquer la politique sociale du département et en particulier un dossier chaud d'actualité, l'accueil des mineurs étrangers isolés. Alors, ce n'est pas un dossier spécifiquement isérois, il faut être honnête, mais le chiffre de ces mineurs a considérablement augmenté ces dernières années. Les départements ont l'obligation de les loger et en Isère, comme dans d'autres départements, il n'y a plus de place. Malheureusement, oui, nous n'avons plus de place. Pour resituer le débat, il y a 2 ans, on avait à peu près 140 mineurs dans cette situation. Aujourd'hui, 2017, nous serons à 1400. Il y a 2 ans, le budget qui était alloué était de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros. L'année dernière, il était de 4 millions d'euros et cette année, nous allons passer à 10 millions d'euros. Donc le département de l'Isère assume cette compétence et assume ses responsabilités. Simplement, quand on a un afflux de mineurs non accompagnés, il faut le comprendre, c'est-à-dire qu'il y a parfois sur des semaines des dizaines de mineurs qui arrivent. Donc nous n'avons plus la place pour les accueillir. Nous avons créé sur cette année 2017 quelques 170 places. On ne peut pas les créer à l'infini. Et parfois, bien effectivement, on a un embouteillage parce qu'il faut les évaluer, il faut les loger. Et ça, nous ne pouvons plus le faire. Alors, les évaluer, on explique. Ce sont des mineurs qui ne sont pas tous véritablement mineurs. Donc, il faut déterminer s'ils sont réellement mineurs ou pas. Parce que l'hébergement est conditionné par cette minorité. Si vous voulez, le département a en charge les mineurs non accompagnés. Donc, il y a une évaluation qui est faite par le département qui a délégué cette mission à une association qui s'appelle la DAT. Normalement, ça se fait en 5 jours. Ça, c'est la théorie. On nous dit qu'il faut 5 jours. Sauf que la détermination de l'âge se fait uniquement sur le récit. Et tout ça est très compliqué parce que, si vous voulez, on sait aussi pertinemment, il faut dire les choses, qu'on a des filières qui font que des mineurs non accompagnés arrivent sur notre département. Alors, il y a des mineurs non accompagnés qui arrivent de zones de guerre. Et là, pour le coup, c'est incontestable. Nous avons une responsabilité. Par contre, vous avez des mineurs qui arrivent de zones qui ne sont pas en guerre. Et là, on peut quand même se poser la question. Aujourd'hui, on a une arrivée de mineurs importants d'Algérie. L'Algérie n'est pas en guerre. L'Algérie est un pays qui fonctionne d'un point de vue de la démocratie. Il n'y a pas de risque particulier pour ces gens-là à rester en Algérie. Le gouvernement a fait savoir qu'il aiderait les départements, notamment en prenant en charge cette phase d'évaluation de minorités. Ça y est, c'est le cas, c'est en place ? Écoutez, moi je reste attentif à ce qui est dit. Aujourd'hui, le gouvernement a effectivement dit, maintenant, l'évaluation et l'accueil pendant cette première période est du rôle de l'État. Très bien. Mais l'État n'a pas de baguette magique. C'est comme quand le président de la République dit au mois de décembre, il n'y aura plus personne dans les rues. Il n'a pas le pouvoir de créer des places, il n'a pas le pouvoir de créer des logements. Aujourd'hui, on a encore une commission qui travaille, qui discute. Et je le dis, ce n'est pas qu'un problème financier. C'est un problème physique de place et d'accueil. D'autant que ces places, elles sont limitées et qu'elles servent aussi aux enfants bien évidemment, dont le département a la charge. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui qui est posée au gouvernement, c'est de savoir, aujourd'hui, les mineurs non accompagnés qui arrivent de l'étranger tombent dans le régime de protection de l'enfance. Dans les mêmes dispositifs
que lorsque le département accueille des jeunes issus de familles en difficulté, de jeunes qui subissent des maltraitances. Et nous avons aujourd'hui, tel que la loi nous l'impose, l'obligation d'avoir le même régime d'accompagnement et de traitement de ces jeunes mineurs. La question qui est posée par le gouvernement, c'est de dire est-ce qu'on ne doit pas faire en sorte que l'accompagnement soit différent ? Ce qui ne serait pas choquant, et là pour le coup je le dis, ce ne serait pas choquant, parce que entre un jeune qui a vécu des situations dramatiques dans sa famille, parfois des violences physiques ou sexuelles que nous récupérons, et un jeune qui a traversé la moitié du Proche-Orient, la Méditerranée, qui arrive chez nous, le niveau d'accompagnement et les modalités d'accompagnement ne sont pas les mêmes. Donc il faudrait qu'on arrive à faire cette distinction. Allez, 1100 mineurs 1400. étrangers accueillis en 2017, hein, c'est ça ? Oui, 1400. 1400. Ouais. Le bilan de l'expérimentation sur la réciprocité du RSA, on en a parlé ici il y a quelques mois. Le département a testé ce dispositif d'engagement citoyen. Il proposait donc aux allocataires du RSA d'avoir une activité bénévole dans des associations. La mesure a été étendue il y a quelques mois à tout le département. On a étendu à tout le département et au-delà de la demande qui est faite aux bénéficiaires de RSA de s'investir dans les associations ou autres, il y a les contrats de réciprocité, d'ailleurs qui font partie intégrante du cadre de la loi. La précédente majorité ne les faisait pas signer. Aujourd'hui, c'est 82% des bénéficiaires du RSA qui ont signé ces contrats. Parce que c'est ça, ce que nous souhaitons faire avec les demandeurs du RSA, ce n'est pas de les entretenir dans la solidarité, c'est simplement de faire en sorte qu'ils puissent se sortir de cet état et retrouver du travail. Et d'ailleurs, au-delà, si vous voulez, de cette réciprocité, au-delà des contrôles que nous faisons aussi pour le RSA, on souhaite vraiment tout mettre en œuvre pour que ces demandeurs de RSA retrouvent du travail. D'ailleurs, on a mis en place, avec le THD, qui est un chantier énorme, plus de 400 millions, oui, le très haut débit, plus de 400 millions d'euros sur le département, on a des entreprises qui aujourd'hui ont un besoin énorme de recrutement. On a fait une journée speed dating avec les bénéficiaires du RSA. C'était un succès. Il y a eu 35 ou 40 personnes qui sont venues. Moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à les former, qu'on arrive à leur donner du travail. Notre but, tout ce que l'on met en œuvre, c'est dans le plus strict respect de la personne humaine et de dire que chacun, aujourd'hui, a droit à un travail. Et notre rôle de collectivité, c'est de les accompagner vers le monde du travail. Un mot sur le budget. Alors, on ne va pas déflorer le débat qui aura lieu dans quelques jours à l'Assemblée départementale. Il sera voté dans quelques jours, hein, ce budget primitif pour 2018. Le conseil départemental, c'est quoi ? Un peu plus d'1,5 milliard d'euros, hein ? Le budget du conseil départemental, c'est 1,5 milliard d'euros. Plus de la moitié de ce budget est consacré aux solidarités sociales, hein. Personnes âgées, personnes handicapées, aide sociale à l'enfance, bénéficiaires du RSA. Vous savez, c'est un peu aussi cela, moi, que je veux réaffirmer. Le département est le leader des politiques de solidarité. Que ce soit dans le domaine pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. C'est des millions d'euros chaque année que le département investit. Et cela, il est bon de le rappeler. Ça, c'est vrai que c'est une des vraies compétences que la décentralisation a données au département. C'est une vraie volonté pour votre équipe. Vous savez ce que disent les socialistes qui sont dans votre opposition. La machine à innovation sociale est cassée au conseil départemental. Oui, je trouve qu'ils sont bien placés pour le dire parce que depuis 15 ans ou 20 ans, ils n'ont rien innové. Justement, il n'y a rien eu de fait. On était dans cet état où la précédente majorité avait préféré déléguer un certain nombre de mises en œuvre de ses compétences, particulièrement dans le domaine du social, particulièrement dans le domaine de l'accompagnement, à des associations. Et ces associations, c'est des associations militantes. Moi, je n'ai rien contre. Elles font un travail qui est remarquable. Simplement, ce que je dis, c'est que la politique sociale d'un département, elle doit être faite par le politique. Et que ce que nous faisons depuis 3 ans, et ça, c'est une innovation, c'est que le département applique ses propres politiques. Dans le domaine du social, moi, je suis contre le paternalisme social. Ce n'est pas ma faute. Dans le domaine du social, on a pris les gens, on veut les remettre au travail, c'est la réciprocité. Si ce n'est pas de l'innovation, il faut qu'on nous explique. Dans le domaine, pour les personnes âgées,
Aujourd'hui, on a récupéré une situation où il manque 9000 places pour les personnes âgées. On a des contraintes avec l'ARS qui étaient les mêmes que la précédente majorité. On essaye de régler le problème en ouvrant ce champ des personnes âgées à une collaboration avec le privé. Parce que ce n'est pas un gros mot. Il faut trouver des solutions. Un privé qui permettra à des personnes âgées d'accéder à des prix corrects à un hébergement. Ce qu'on fait aussi, si ce n'est pas de l'innovation, c'est mettre 10 millions d'euros dans toutes les résidences pour personnes âgées, dans tous les EHPAD qui ont été oubliés pendant 15 ans, qui étaient dans des états de délabrement invraisemblables. Pour la personne handicapée, on met en place, et avec l'ensemble des associations avec qui nous travaillons, en prévoyant l'avenir, en faisant en sorte que ce n'est plus un budget annuel qu'on leur propose, c'est un partenariat sur 3 ans, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ça, c'est de l'innovation sociale, mais je ne suis pas surpris qu'ils ne le comprennent pas, ils n'en ont jamais été capables. Donc le BP 2018, le budget primitif 2018 fera encore la part belle au social, ce sera une des priorités. Bien sûr, le département fera du budget 2018, mais comme des budgets précédents et comme des budgets à venir, une priorité pour toutes les solidarités. Parce que c'est notre compétence, solidarité sociale et solidarité territoriale envers les communes et collectivités. Bon, une petite question qui concerne tous les contribuables. La fiscalité, elle va bouger Il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité, pas de suspense là-dessus. Bon, les contribuables aiment bien avoir des confirmations sur ces questions-là. J'aimerais qu'on conclue cette émission, Monsieur le Président, en évoquant l'événement Paysage. C'est une grande campagne qui est menée par le département pour mettre en lumière précisément les différents paysages. C'est la 2e saison là, qui va débuter dans quelques jours. 5 territoires ont été ciblés en particulier. Nos paysages, c'est un atout majeur, une richesse du département, c'est ça le message ? Écoutez, on essaye de promouvoir une marque territoriale, Alp'Isère. On a un film de présentation de notre département. Écoutez, à chaque fois que je regarde ce film, je dis c'est pas possible, la chance que nous avons tous, nous Isérois, de vivre dans ces paysages. Et ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire dans ce domaine, c'est de faire en sorte que tous les Isérois prennent conscience de cela, soient fiers de leur département, et tous les moyens sont bons et utiles. Et cette exposition paysage, avec les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, là c'est l'hiver, va mettre en exergue tous ces paysages magnifiques, la transformation des paysages. Parce que c'est aussi ça, être ancré dans un département, c'est ne pas nier l'action de l'homme, mais c'est de voir quelle a été l'action de l'homme, quelle a été la trace laissée par l'homme, qu'elle soit d'ailleurs bonne ou mauvaise. Tout ceci contribue à notre histoire, tout ceci contribue à ce que nous sommes, et tout ceci contribue à ce que demain nous serons. Alors c'est effectivement un grand programme culturel, là, je vous le dis, c'est du 21 décembre jusqu'au 20 mars dans 200 rendez-vous dans les musées, dans les sites patrimoniaux, dans les bibliothèques. Un mot de culture, juste pour conclure, la culture, on a l'impression que dans certains budgets, c'est la culture qui est sacrifiée en premier. Vous nous dites quoi pour 2018 la culture aura un budget qui continuera d'augmenter pour 2 raisons majeures. Bien sûr, la construction des archives départementales, un projet énorme et essentiel pour le département. Quand on parle de mémoire, il faut aussi avoir les outils pour conserver cette mémoire. La création d'un 11e musée départemental à Vif, le musée Champollion. Là aussi, une précédente majorité qui avait le bien, qui avait acheté le bien et qui l'a oublié pendant 10 ans. Bâtiments et collections. Eh bien non, on reprend ça parce que je crois que quand je parle de fierté, il y a aussi la fierté de nos paysages, mais aussi la fierté des hommes qui ont fait ce département. Jean-Pierre Barbier, président républicain du département. Vous êtes un petit peu le leader des Républicains en Isère maintenant, non ? Oula, pas de mots. Pas trop de responsabilité. Je vous remercie de votre confiance. Aujourd'hui, le parti est en pleine élection au niveau national. Ça, il fallait pas le dire. Si, on peut le dire, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Le parti est en pleine élection, en pleine restructuration. Il ne faut pas le... Pour l'instant, vous n'êtes pas candidat ? Non. Non, je ne suis pas candidat. Le département m'accapare à 200%. J'ai fait le choix de laisser mon mandat national parce que je considère que
l'avenir des Isérois, l'aménagement de ce territoire, de ce magnifique département, les solidarités avec les personnes les plus faibles et les plus fragiles retiennent aujourd'hui toute et mon entière attention. C'est effectivement ce week-end que le Parti Les Républicains a choisi son nouveau président. L'avenir des Républicains, on va en parler dans le supplément, le bonus du Récap Info dans un instant avec Jean-Pierre Barbier. Merci beaucoup d'avoir été notre Merci invité. à vous. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous dans un instant pour le bonus sur Internet, sur les réseaux sociaux et ici même avec un nouvel invité la semaine prochaine.